Il faut toujours écouter le peuple. Vrai. La jeunesse emmerde encore le Front National. Faux. La France insoumise veut juste le bordel. Vrai. Je serai toujours ministre de l'économie dans 1 mois. Joker. Je suis un écrivain. Vrai. Le pouvoir d'achat, c'est le travail. Vrai. Le RN est de gauche, économiquement. Je suis prêt à m'allier à Raphaël Glucksmann. Bien sûr. Je suis prêt à m'allier avec Éric Ciotti. Certainement pas. La France ne fait plus de croissance. Faux. J'ai été un ministre des riches. Faux. Les oppositions sont au niveau de l'enjeu de ces élections. Faux. Emmanuel Macron est un bon président. Vrai. Je suis trop optimiste. Faux. La Startup Nation n'est pas ce qu'on espérait. Faux. Je pourrais travailler en dehors de la politique. Vrai. Le capitalisme financier nous mène à notre perte. Vrai. La France est en faillite. Faux. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau format. Un format dans lequel nous allons montrer des extraits à nos invités et auxquels ils devront réagir. Vous avez en description le timecode avec tous les extraits. Si vous aussi vous avez des idées d'invités et d'extraits qu'on pourrait leur montrer, n'hésitez pas à nous les mentionner en commentaire. Une nouveauté pour nos émissions et pour toutes les prochaines, dès que vous verrez cette icône, Mathilde, s'il te plaît, cette icône indique les notes de la rédaction qui sont un fact-checking ou un approfondissement du fait évoqué par l'invité. Parce qu'au crayon, on croit que c'est sur des faits justes et vérifiables qu'on peut énoncer des idées et construire son opinion. En France, on va aller voter le 30 juin et le 7 juillet 2024 pour les élections législatives. On a décidé de vous publier 4 vidéos sur notre chaîne YouTube. 3 entretiens avec des leaders des 3 forces politiques et un débat entre citoyens qui s'engagent dans chacun des 3 blocs. Vous regardez aujourd'hui le premier de ces 3 entretiens. Bonne vidéo. Un hectare, c'est quoi? Bon, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 Ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 10 000 Ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur Bien 100 sûr. mètres. Très bien. Doit-on être un expert pour gouverner? Oui, je pense que c'est important. Après, ça n'empêche pas d'être un bon ministre de l'Agriculture. Il faudrait demander aux paysans ce qu'ils ont pensé de ce que j'ai fait pendant 3 ans comme ministre de l'Agriculture et de la pêche. J'insiste beaucoup sur la pêche parce que je crois beaucoup à la pêche artisanale. Peut arriver qu'on soit collé dans une émission comme ça sur un truc technique. Est-ce que ça interdit de défendre la PAC? Non. Est-ce que ça interdit de défendre la pêche artisanale? Non. Est-ce que ça interdit de mettre en place le système de contractualisation laitier qui, je pense, a sauvé la filière laitière en France? Non. Donc ça interdit pas d'être un bon ministre de l'Agriculture. Je pense par ailleurs que ce qui fait beaucoup de tort à la vie politique, c'est la dérision. La dérision systématique. C'est-à-dire que dès qu'il y a un bug, dès qu'il y a un truc qui va pas, bien sûr que c'est mieux de savoir ce que c'est qu'un hectare, hein, je le reconnais bien volontiers. Mais c'est pas ça qui fait nécessairement le bon ministre ou le bon responsable politique. Et cette dérision systématique contre les responsables politiques, au bout du compte, ça affaiblit la vie politique, ça affaiblit la démocratie. C'est le ricanement perpétuel. Et c'est de plus en plus ce que devient la vie politique française. Le ricanement perpétuel et l'hostilité perpétuelle. Là où il y a des grands enjeux qui mériteraient qu'on débatte très sereinement, on est pour, on est contre, chacun a ses convictions, chaque conviction est respectable, mais je préfère le débat serein au ricanement perpétuel qui est en train de devenir la vie politique française. Oui, mais de l'autre côté, on a l'impression, en tout cas à notre génération, qu'il y a des professionnels de la politique et que les professionnels de la politique parfois gouvernent comme des politiciens, peut-être plus comme des experts. Il y avait eu, on prend aussi Myriam El Khomri qui s'est trompée dans le CDD, CDI. On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non, mais combien? Myriam El Khomri? Un 3 CDD. fois? Vous êtes certaine de ça? Ce que je Un veux CDD, combien? Un CDI peut être un CDD peut être requalifié. Et on se pose beaucoup ces questions parce que c'est des extraits qui ressortent et qui sont viraux, et ça je le concède, mais ça ressort beaucoup comme on a l'impression qu'il y a une certaine forme d'amateurisme aux manettes, et pas forcément que vous, mais globalement dans la politique. Je pense pas que les politiques soient des amateurs. Je pense que le vrai sujet, et vous l'avez parfaitement noté, c'est le besoin qu'on a d'ouvrir tout grand les portes et les fenêtres de la vie politique française. Je plaide pour ça depuis des années et des années. Regardez comme est en train de revenir le débat sur le cumul des mandats. On veut rétablir le cumul des mandats. C'est-à-dire reprofessionnaliser encore plus la vie politique française. Moi, je suis totalement contre. Si vous rétablissez le cumul des mandats, vous aurez à nouveau un certain nombre de responsables politiques qui cumuleront toutes les responsabilités. Moi, je souhaite qu'on ouvre tout grand les portes et les fenêtres de la vie politique. Deuxième exemple, la démission de la fonction publique. Tous hauts fonctionnaires, il y en a beaucoup, qui font de la politique, devraient démissionner de la fonction publique. Je peux vous garantir qu'il y aurait moins de hauts fonctionnaires qui feraient de la politique s'ils savaient qu'à la sortie, ils retrouvent pas leur poste de hauts fonctionnaires. Donc pour moi, le vrai sujet, c'est surtout comment est-ce qu'on a une classe politique qui est plus à l'image de ce qu'est la société française, qui est plus diverse, plus ouverte,
Jeune, elle l'est déjà, mais plus ouverte, plus diverse, où chacun peut y faire un passage et jouer le rôle qu'il veut jouer. Donc vous êtes député dans l'Eure, donc vous avez une attache régionale. De l'autre côté, on avait eu Gabriel Attal quand il était Premier ministre, qui avait été beaucoup critiqué pour son parisianisme et de naissance et d'études. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois un problème d'éloignement de terrain des hauts fonctionnaires et des plus hautes sphères politiques françaises? Comme on le voit à la carte de France où il y a un petit rose Glucksmann au milieu et tout le bleu marine du RN post-européenne. C'est à ça que sert l'élection, et c'est à ça que sert l'élection législative, puisqu'elle va avoir lieu dans quelques semaines. Quand j'avais 35 ans, j'étais directeur de cabinet du Premier ministre. Donc j'étais enfermé à Matignon de 7h du matin à minuit. Après, j'ai fait un choix, qui est d'être élu la première circonscription de l'Eure à laquelle à laquelle je reste profondément attaché. Mais ce contact régulier, quotidien, avec les habitants de ma circonscription, habitants de zones rurales, habitants de petits villages, habitants de quartiers dits difficiles et qui sont des quartiers où il se passe des choses formidables, comme le quartier de la Madeleine à Évreux, ça vous ouvre les yeux. Et ce contact régulier, permanent avec la population française, c'est tout le sel de la politique. Alors effectivement, si vous avez des gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas pratiqué les Français matin, midi et soir, c'est compliqué. Je pense que c'est essentiel, et je l'ai fait comme ministre de l'Agriculture, comme ministre de la Pêche, je l'ai fait comme député de la première circonscription de l'Eure, je l'ai fait dans les déplacements, de pratiquer les Français au quotidien. Parce qu'on ne sait pas, par exemple, quand on habite dans le centre de Paris, on ne sait pas ce que c'est que de ne pas avoir de rendez-vous médical quand on a un problème cardiaque. En revanche, quand vous discutez avec les habitants de la circonscription de l'Eure, des habitants de Danville, du Ménil-sur-Iton ou à proximité d'Évreux, ils savent ce que c'est d'avoir un problème cardiaque, de chercher désespérément un spécialiste et de pas en trouver. Quand on est dans le centre de Paris et qu'on a son enfant, son fils, sa fille, qui a un problème de dépression ou un problème pédopsychiatrique, on passe un coup de fil et puis on a un rendez-vous 1 semaine ou 3 semaines plus tard. Quand on est dans une zone rurale, on est dans une impasse. On n'a pas de solution. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Comprendre l'inquiétude viscérale de certains de nos compatriotes parce qu'ils n'ont pas de solution. Et ça, il n'y a que le terrain qui vous donne ce sentiment, que cette pratique régulière des Français qui vous permet de comprendre quels sont les problèmes des Français et d'y apporter de bonnes solutions. Bruno Le Maire, on a appris qu'avec votre voiture personnelle, vous avez renversé un cycliste qui a brûlé un feu rouge. On m'a d'ailleurs fait un test de dépistage d'alcool et de drogue. Dommage qu'on n'en ait pas fait un à Emmanuel Macron avant qu'il me nomme ministre de l'économie. À mon avis, on aurait eu des surprises. Alors, le cycliste a été un peu blessé. Mais au final, c'est une très bonne nouvelle parce que le feu rouge, c'est 135 € d'amende. Et en ce moment, tout est bon à prendre pour l'État. Ouais. Allez, plus que 1,2 milliard de cyclistes à percuter et j'aurais comblé 154 milliards de déficit. De manière humoristique d'amener le sujet de la dette, du déficit public qui a explosé depuis le Covid et qui n'est pas revenu à son niveau de pré-Covid. Est-ce que cette dette, ce déficit qu'on accumule, c'est une épée de Damoclès pour toute notre génération? Parce qu'aujourd'hui, on parle de dette depuis que je suis en capacité de comprendre l'économie, on me parle de dette, de déficit. C'est la panique depuis 2008 sur ces sujets-là. Et pourtant, on a l'impression que le couperet tombe jamais vraiment. Là, il a l'air d'être tombé un petit peu avec l'inflation et on a peur qu'entre ça puis les retraites, ça devienne pour notre génération notre fardeau à porter. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un fardeau si on règle pas le problème. Comment on le règle? C'est pas un problème si on prend les décisions nécessaires qu'on va commencer à prendre. D'abord, pourquoi il y a de la dette? Il y a de la dette parce que, face à la crise du Covid, face à la crise de l'inflation, on a décidé de protéger. Et tous ceux qui ont monté leur boîte, comme vous, tous ceux qui travaillent dans l'événementiel, tous ceux qui ont ouvert leur resto, tous ceux qui ont ouvert leur bar, tous ceux qui travaillent dans les hôtels, ils doivent quand même se dire, 2020, 2021, 2022, si l'État n'avait pas été là pour payer les salaires, pour prêter de l'argent parce qu'il n'y a plus de trésorerie, on serait mort. Personne n'est mort. Parce qu'on a protégé. Ça a coûté. Moi, je suis très fier de cette décision. Je suis très fier de cette décision parce que nous avons, collectivement, par nos décisions, par cette protection, sauvé des emplois et des entreprises. Après, il y a eu la crise de l'inflation. Il fallait payer la facture de gaz, la facture d'électricité. On voit bien aujourd'hui à quel point ça pèse sur nos compatriotes. Mais on a divisé par 2, par 3 les factures d'électricité et de gaz. Alors, personne ne le voit parce que ça a quand même augmenté par rapport à ce que c'était précédemment. Mais ça n'a pas flambé comme ça a flambé dans d'autres pays. La facture d'électricité à 1 200 € en moyenne, elle aurait pu vous coûter jusqu'à 2 500 balles. Ça n'a pas été le cas, parce qu'on a protégé. Mais ça fait plus de dépenses, donc plus de dettes.
Maintenant, on est sorti de la période exceptionnelle. Donc, on rétablit les comptes, on dépense moins, on réduit les dépenses publiques. Et dans ce cas-là, c'est pas un problème, la dette, à partir du moment où on a une stratégie de désendettement. Nous, notre stratégie de désendettement, elle est très simple. C'est de la croissance, des emplois, et puis on coupe certaines dépenses publiques qui sont pas vraiment utiles. Si on fait ça, regardez ce qui se passe depuis des mois. Il n'y a pas eu de problème sur les marchés, il n'y a pas eu de taux d'intérêt qui ont flambé, les marchés font confiance, nos créanciers font confiance, on va rembourser à échéance régulière avec une stratégie de désendettement qui est connue, sereine et sincère. Pourquoi est-ce que ça s'agite là? Parce que tout d'un coup, on voit que deux forces politiques pourraient arriver au pouvoir, extrême gauche et extrême droite, qui elles ne veulent pas rétablir les finances publiques, ne veulent pas réduire les dépenses publiques et ne proposent que des dépenses supplémentaires. 100 milliards d'euros du côté de l'extrême droite, 300 milliards d'euros du côté de l'extrême gauche. Donc à un moment, il faudrait réduire la voilure. Eux, c'est pleine voile, dépenses maximales, et on ouvre tout grand les caisses de l'État alors qu'il n'y a plus la crise du Covid et plus la crise de l'inflation. Donc là, les marchés s'inquiètent et disent, attendez, si c'est le cas, on va augmenter les taux d'intérêt. Et là où ça vous concerne directement, c'est que ces taux d'intérêt sur la dette française, ça vous concerne de deux façons. La première, c'est que du coup, on claque du fric pour les intérêts de la dette. Ça sert à rien. Et ça va très vite. La moindre mouvement sur les taux d'intérêt, c'est 1 milliard, 5 milliards, 10 milliards d'euros qu'on aurait pu mettre sur la transition écologique et qu'on va mettre sur le remboursement de la dette. Pardon, mais c'est complètement con. Donc ça, je trouve ça absurde et c'est pour ça que je suis aussi attaché au rétablissement des finances publiques. La deuxième raison, c'est quand les taux d'intérêt augmentent, vous créez votre boîte, vous allez chez le banquier, vous dites, désolé, l'argent est plus cher. Vous voulez acheter votre maison, votre appartement, votre logement, vous allez chez votre banquier, vous demandez un prêt, désolé, les taux d'intérêt sont plus chers parce que comme les finances publiques ne sont pas bien tenues, du coup, on est obligé de faire payer une surprime sur les taux. Donc pour votre génération, le rétablissement des finances publiques pour lequel je me bats avec la détermination la plus totale, et les taux n'ont pas bougé depuis plusieurs mois grâce à la solidité de notre stratégie, c'est très important pour votre vie quotidienne. Parce que ça vous garantira d'avoir des taux d'intérêt qui soient raisonnables, de pouvoir emprunter de l'argent et de garantir surtout que l'État investit dans des choses utiles. Vous avez été ministre de l'économie pendant 7 ans et aujourd'hui, c'est pas seulement vous, mais votre camp qui a aussi fait monter les extrêmes par une stratégie politique de bloc central. Est-ce que vous ne voyez pas de responsabilité aussi dans le fait de faire monter ces extrêmes et de l'autre, en tant que ministre de l'économie, d'avoir surveillé aussi ces finances-là pour qu'on ne dégrade pas notre note de la dette, que ça augmente pas? Alors bien sûr qu'on a une responsabilité. Bien sûr qu'il faut assumer sa responsabilité, mais je pense que dans ce temps de grande confusion, c'est pas mauvais aussi de remettre de la clarté. D'abord, il y a l'économie, c'est pas les finances publiques, pas tout mélanger. Parce que là, je vois, il y a une alerte sur le taux, l'économie, enfin, on mélange tout. Enfin, c'est la bouillabaisse. Et je pense que dans un esprit cartésien comme est l'esprit français, dans une grande nation comme la nation française, qui est une nation de raison, de savoir, de science, c'est quand même pas mal de remettre un peu de clarté. L'économie, moi, je regarde juste les résultats. Quand je suis arrivé en 2017, on avait un taux de chômage qui dépassait les 9%, la désindustrialisation était totale et aucun investisseur ne venait en France. 7 ans plus tard, quelle est la situation? Quels sont les résultats factuels? 2 millions d'emplois créés, 600 usines ouvertes, de nouvelles chaînes de production, de nouvelles filières comme les batteries électriques, les véhicules électriques, l'hydrogène, la relance de l'électricité nucléaire qui avait été abandonnée et une nation qui est la plus attractive pour les investisseurs étrangers en Europe. C'est-à-dire que tous les investisseurs de la planète, quand ils cherchent un endroit où investir, ils viennent en France. L'économie française se porte bien. Ce sont des faits. Et quand on nous compare avec l'Allemagne, moi je rappelle que l'Allemagne, elle est en récession. Et elle sort de la récession. Il n'y a pas eu de récession en France. C'est peut-être que notre politique économique était la bonne. Ensuite, il y a les finances publiques. Et là aussi, les faits. On a rétabli les comptes publics en 2017 et 2018. C'était le même ministre des Finances. On a ensuite protégé par la crise du Covid et de l'inflation. Et maintenant, on a une stratégie de retour à des finances publiques saines. Cette stratégie, il faut la tenir avec beaucoup de fermeté. Et puis, il y a d'autres sujets sur lesquels il y a des inquiétudes qui se manifestent et auxquels il faut évidemment répondre. Et j'en prends là aussi toute ma part. Le pouvoir d'achat. Parce qu'on a l'impression de s'appauvrir et on le sent exactement tous, individuellement et collectivement. Moi, je vois 3 sujets qui sont aujourd'hui une priorité absolue pour répondre aux messages d'alerte, d'inquiétude, parfois même d'angoisse que nous ont lancé nos compatriotes. Premier, c'est le pouvoir d'achat. Le travail ne paye plus suffisamment. Il y a 30 ans, quand on avait un boulot, un job, on pouvait nourrir sa famille,
la loger très facilement, l'emmener en vacances, avoir des loisirs et se dire je vais devenir propriétaire de ma maison ou de mon appartement dans 5, 10 ou 15 ans. La réalité, c'est que c'est plus le cas aujourd'hui. Et pour des gens de votre âge, c'est totalement désespérant. Donc le travail doit payer plus, ça veut dire que le salaire net doit augmenter. Et que l'écart entre le brut et le net, on doit le réduire. Pour moi, c'est le combat prioritaire des années qui viennent. Si les Français nous refont confiance le 30 juin et le 7 juillet prochain, il faut que le salaire net paye beaucoup plus pour que vous puissiez inventer votre avenir et pas être coincé à la fin du mois ou coincé dès le 15 du mois parce qu'il y a la facture d'électricité, la facture de gaz, le loyer à payer, les gosses qu'il faut nourrir, le stage ou les vacances qu'il faut payer pour ses enfants et qu'on n'y arrive pas. Il y a des millions de nos compatriotes qui n'y arrivent pas. Et je le reconnais bien volontiers que là-dessus, il faut qu'on fasse beaucoup plus. La deuxième raison, c'est la sécurité. La sécurité. Qui fait monter les extrêmes? Oui, qui fait monter les extrêmes, parce que quand on voit qu'il y a des mineurs, ça a été le cas pendant ces émeutes qui ont bouleversé le pays. Enfin, je suis allé dans beaucoup de villes, à Marseille, dans la région parisienne, j'ai vu ces commerçants qui avaient été pillés, qui avaient été saccagés, dont le stock de marchandises avait été volé, qui ont été brutalisés. Enfin, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Le gamin qui a fait ça, il est bien sous les barreaux? Non, il est pas sous les barreaux. On n'a pas le droit. C'est pas possible. Le gamin, il doit être sous les barreaux. Il peut avoir 16 ou 17 ans, il doit être sous les barreaux. Et je sais que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, il travaille avec beaucoup de force sur ce sujet-là, et je pense qu'il apportera une réponse très forte à cette question de la sécurité de la délinquance, en particulier la délinquance des mineurs. Vous pensez que sa phrase, le sentiment d'insécurité, a été une erreur de communication politique? L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Je ne veux pas juger les uns les autres, je dis juste que il y a une insécurité, un besoin d'autorité dans notre pays auquel il faut répondre. Et répondre de manière très claire. L'autorité, l'autorité, l'autorité partout. À l'école, dans les lieux publics, à l'hôpital, dans les services d'urgence, dans les collèges, dans les lycées, dans l'espace public, dans les transports publics, partout. Une autorité pour protéger nos compatriotes. Pour moi, c'est vital. C'est vital au sens où nous irons vers de grands désordres et de grands affrontements en France si l'État ne rétablit pas l'autorité. L'État, c'est ce qui fait l'unité de la nation française. C'est celui à qui, vers lequel on se tourne et qui sert de refuge quand les choses ne vont pas bien. Et dans ce refuge, on doit le garantir. La sécurité et l'autorité partout. Puis il y a une troisième chose, à quoi, à mon sens, il faut vraiment répondre. Nous sommes une immense nation avec une culture. Enfin, je suis hélas beaucoup plus âgé que vous, mais moi j'ai été élevé dans le culte, le respect des grandes figures de notre vie politique, historique, littéraire, nationale. Les grands musiciens, les grands peintres, les grands écrivains, la liberté de critique, l'esprit des Lumières, Diderot, Voltaire. J'ai été élevé dans le respect des grandes figures de Sully à Colbert. J'ai toujours considéré que Napoléon, que Bonaparte, que Louis XIII ou Louis XIV étaient des figures qui avaient façonné l'État français, reconstruit ensuite l'État puissant régalien, puis inventé avec d'autres figures la République, la laïcité, que la France est celle qui a inventé les droits de l'homme, qu'elle est celle qui a inventé la laïcité, c'est-à-dire le partage entre le monde religieux et le monde civil, entre la loi de la religion, le dogme, et la loi de la République. Tout ça, c'est notre héritage. Et notre héritage, c'est ce que nous sommes. Or, cet héritage, on lui crache à la figure. Quand l'islam radical gagne du terrain et que il vous dit, écoutez, la loi religieuse est beaucoup plus importante que la loi votée au Parlement, on vous crache à la figure. Quand on vous dit que Colbert était un type absolument épouvantable, infâme, qu'il a écrit le Code noir, moi, je veux bien qu'on regarde l'histoire avec lucidité, bien entendu. Ça ne fait pas de Colbert un personnage infâme à qui qu'on doit vouer aux gémonies. Quand je vois la manière dont on remet en cause l'esprit critique, l'esprit français, je me dis qu'on nous crache à la figure. Et les gens, quand on leur crache à la figure, en général, ils réagissent assez brutalement. Et je les comprends. On doit défendre notre culture, notre histoire et notre mémoire. Mais est-ce que vous n'avez pas peur aussi de exclure une partie de nos compatriotes qui se reconnaissent moins dans ces choses-là, ou par culture familiale, ou par pratique religieuse, et qui du coup
peuvent se sentir aussi offensés d'avoir des statues à l'effigie de Colbert, alors même qu'il a écrit un code qui littéralement discrimine des gens qui auraient été cette personne-là. Excellente question. Et ce n'est pas ce que je dis, justement. Mais je vous pose la question. Mais c'est une excellente question. D'abord, c'est plutôt le fils de Colbert qui a écrit une partie de ce fameux code noir. En deuxième lieu, il faut le replacer dans le contexte historique. Et en troisième lieu, là où je vous rejoins totalement, il faut faire une place à cette mémoire de l'esclavage. Ce que je veux dire par là, c'est que il s'agit pas de figer l'histoire dans une espèce de récit avec des images d'Épinal. Ça, j'y crois pas. Il s'agit pas non plus de détruire l'histoire de France. Il faut compléter l'histoire de France, l'enrichir des mémoires, des douleurs de certains de nos concitoyens. Oui, il y a certains de nos concitoyens qui portent cette mémoire de l'esclavage et qui trouvent que on n'en parle pas suffisamment, on ne l'explique pas suffisamment, on n'en fait pas suffisamment un élément de notre histoire nationale. Ils ont raison. Ils ont raison. On doit entendre leur voix. La voix de chaque Français est respectable. La voix de chaque citoyen français est respectable. Mais pourvu qu'elle ajoute à notre histoire, qu'elle la complète, qu'elle la nuance, pas qu'elle la détruise. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Comment se porte l'économie russe à l'heure des sanctions? Parce qu'il faut de l'argent pour tout ça. Oui, elle se porte étonnamment bien. La croissance, elle est de retour. Elle est même fortement de retour. 3,6% de croissance en 2023 après la récession de 2022. C'est bien plus que les croissances qu'on peut connaître dans les pays du G7, comme si des sanctions européennes et les sanctions américaines, la Russie étant le pays le plus sanctionné du monde, finalement ne pénalisaient que très peu l'économie russe. Depuis la guerre en Ukraine de 2022, qui se prolonge, il y a eu en parallèle une guerre économique qui a parcellé un peu différents blocs à l'échelle de la planète. Un bloc un peu plus BRICS avec la Chine et la Russie, un bloc plus de l'OTAN avec la France, l'Allemagne, les États-Unis. Est-ce qu'on a mené une guerre économique? Est-ce qu'on a perdu une guerre économique? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe d'une vraie confiance dans le fait de faire du mal à la Russie à la sensation que la Russie nous a battus sur ce terrain-là? Nous avons pris des sanctions contre la Russie, des sanctions économiques. Et je retire pas un mot de ce que j'ai dit, il fallait mener politique de sanctions contre la Russie très ferme et très déterminée. Ces sanctions, elles ont montré l'unité de l'Union européenne. Là aussi, on l'oublie parce qu'on aime bien se couvrir la tête de cendre en permanence. Moi, je préfère la fierté à se couvrir la tête de cendre en permanence. L'Union européenne peut être fière d'avoir à 27 réussi à définir une position unie face à la Russie. On a pris des sanctions. Est-ce que ces sanctions ont eu un impact immédiat, radical? Non, je le reconnais bien volontiers. Est-ce que ces sanctions affaiblissent durablement la Russie qui va sortir exsangue de ce conflit et dans une situation économique bien moins bonne? Oui. Parce que ce qui fait la croissance, faut juste compléter ce que disait le spécialiste tout à l'heure. Oui, il y a un chiffre de croissance d'abord. Quelle est l'authenticité de ce chiffre? Il demande à être vérifié. Et en deuxième lieu, s'il y a de la croissance en Russie, elle n'est financée que par la vente de pétrole, la vente de gaz, donc la vente de matières premières, et l'industrie de l'armement. Là où la Chine, les États-Unis, l'Europe sont en train d'investir massivement sur la décarbonation, sur l'intelligence artificielle, sur les technologies de demain, la Russie, elle, va devenir une économie de matières premières et une économie de guerre. Et elle sortira affaiblie et probablement largement entre les mains de la Chine. Donc oui, la Russie, dont Vladimir Poutine dit qu'il va construire la grandeur des siècles à venir, sortira, hélas, parce que j'aime profondément le peuple russe, profondément la culture russe, sortira affaibli de ce conflit et aux mains de la Chine et de ses clients en matière d'achat de gaz et de pétrole. Est-ce que c'est notre ennemi pour encore 100 ans, la Russie? Certainement pas. Certainement pas. La Russie, c'est un pays avec lequel... Là aussi, l'histoire, vous savez, compte beaucoup. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans la vie politique actuelle, c'est à quel point une actualité chasse l'autre, un buzz chasse l'autre, une seconde chasse l'autre, c'est même plus une minute. Hier, c'était... la porte fermée d'Éric Ciotti et ses clés. Aujourd'hui, ça va être une déclaration de Mélenchon. Ce soir, ça sera encore autre chose. Mais reprenons la sérénité. Ça a été votre cas avec Emmanuel Macron en 2017. Vous avez dit que c'était un candidat qui n'avait pas de projet et vous l'avez rejoint après derrière. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. On peut changer aussi de... On peut changer, bien entendu. Ce que je veux dire, c'est pas des critiques sur les positions des uns et des autres, c'est sur la manière dont on fait de la politique et dont on oublie un élément essentiel de la vie politique qui est l'histoire. La Russie est une grande nation
qui a une culture dont la France a toujours été très proche, culture littéraire, culture nationale, qui a imprégné aussi la culture française. C'est un État qui géographiquement est proche de l'Union européenne. Donc, quoi qu'il arrive, notre avenir s'écrira avec la Russie, mais pas avec Vladimir Poutine. Et pas avec un régime qui bafoue toutes les lois internationales et qui a attaqué sauvagement un pays libre et indépendant qui s'appelle l'Ukraine. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Il y a eu cet article un peu à charge sur le fait que vous auriez le boulard. On préfère dire confiant, on trouve que c'est quand même plus courtois. Que ce soit vos alliés ou vos adversaires, on vous décrit souvent comme très confiant, trop confiant parfois. Il y a eu une petite passe d'armes dans une commission du Sénat sur ces sujets-là. On comprend votre logique de fierté, on l'entend de votre bouche. Est-ce que parfois, c'est pas aussi ce qui a coûté cher au camp majoritaire, qui est une certaine forme d'arrogance, parfois soutenue par des résultats, parfois pas, mais qui irrite des Français qui sont dans la difficulté, et eux, pour le coup, depuis des décennies. Et d'avoir ce sentiment on est fier de situation à l'échelle française, mais notre situation ne s'améliore pas. Je pense que l'arrogance, elle est toujours détestable en politique et détestable dans les rapports humains. Là aussi, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Pourquoi j'ai fait cette déclaration? Tout simplement parce que l'État a beaucoup protégé l'économie pendant cette crise du Covid. Et à un moment donné, il faut effectivement taper du poing sur la table et dire, écoutez, oubliez quand même pas ce qui a été fait. Dans aucun autre pays étranger, aucun, on a protégé autant les entreprises, les salariés, les PME, les TPE. Donc effectivement, à un moment donné, quand on vous accable de critiques, de reproches sur ce qui a été fait, c'est pas mal de taper du poing sur la table et de rappeler la réalité. Il faut peut-être faire des déclarations parfois un peu brutales pour qu'elles soient entendues. Deuxième chose, je pense qu'il faut toujours reconnaître ce sur quoi on peut s'améliorer. Bien sûr qu'il reste une foule de choses à faire. Et je vais vous dire, en matière économique, pour moi, ce qui reste à faire est beaucoup plus important que ce que nous avons déjà fait. En termes de réforme, de transformation, de simplification de la vie des entrepreneurs qui sont encore accablés de paperasse, de difficultés. Quand je dis qu'on a supprimé tous les CERFA, c'est-à-dire tous les formulaires administratifs qui emmerdent la vie quotidienne des entrepreneurs et des Français, c'est une première réponse. Ce que vous dites sur le pouvoir d'achat est essentiel. Oui, je reconnais bien volontiers. On a fait des choses pour que le travail paye plus, c'est pas assez. Ce n'est clairement pas assez et il faut le reconnaître. Et puis, dernière chose, je parlais d'audition au Sénat. Je pense aussi que nos compatriotes ont besoin de responsables politiques solides. Solides, ça veut pas dire que vous n'avez pas des doutes. Quand vous faites de la politique, vous avez des doutes tout le temps. Quand vous prenez une décision, vous vous demandez toujours si c'est la bonne. Quand vous regardez un résultat, vous n'êtes jamais satisfait du résultat. Le doute, il est consubstantiel à la vie d'un responsable politique. Comme vous décidez, vous doutez. Et celui qui décide, sans douter, c'est un mauvais décideur. Mais une fois qu'on a pris sa décision, il faut être solide sur ses bases. Sinon, vous créez de l'inquiétude. Parce que dans cette logique de confiance dont on parle là tout de suite, il y a, je mets ces deux chiffres en parallèle sans dire que c'est l'entièreté de la vérité, parce qu'évidemment tout est beaucoup plus complexe, mais pendant la période de l'inflation, des grands groupes d'hypermarchés ont eu des profits, des bénéfices 20-25% supérieurs à l'année qui précède. Ce n'est pas forcément à l'État de décider de ce qui se passe pour une entreprise ou une autre, c'est aussi le privé et le monde du marché. Mais comment on peut expliquer politiquement aux Français quand il y a ce genre d'écart? Comment ne pas légitimer tous les discours sur des taxations de super profits ou autres? Il y a des discours qui étaient légitimes, qu'on a entendus et sur lesquels on a apporté des réponses. La taxation de toutes les rentes des pétroliers, des énergéticiens, on l'a fait. On l'a fait et je pense que pour le coup, je le dis très volontiers, moi c'est pas ma nature d'aller mettre de nouvelles taxes et de nouveaux impôts parce que je suis effrayé par le niveau des taxes et des impôts en France et que je n'ai eu de cesse de faire baisser ces taxes et ces impôts parce que ça opprime nos compatriotes et ça brise les énergies des entreprises. Mais quand on voit que pendant la crise, certains effectivement ont fait des profits exceptionnels alors qu'ils n'avaient pas investi, nous n'avons pas hésité à mettre en place une taxe sur les super profits. Sur l'alimentaire, ça a été très difficile pour beaucoup de nos compatriotes. Mais on s'est battu avec Olivia Grégoire, qui a été une ministre absolument formidable pour les PME.
pour amener la grande distribution à répercuter ses prix le plus vite possible. On a avancé les dates de négociation commerciale pour que, lorsque les prix baissent, ça puisse être répercuté le plus vite possible dans les rayons. Ensuite, il ne faut pas qu'on fasse croire aux Français que le ministre de l'économie et des finances, il aurait un bouton magique sur lequel il appuie, et puis les prix baissent ou les prix montent, parce que c'est faux. C'est plus compliqué que ça. L'État, il garantit l'ordre public économique, il essaye de trouver le bon équilibre entre les intérêts des entreprises qui ont besoin de gagner de l'argent, sinon elles n'embauchent pas, et la protection du pouvoir d'achat de nos compatriotes. C'est pour ça qu'on s'est battu pendant des mois, avec des résultats, puisque l'inflation aujourd'hui, elle est autour de 2%, c'est la promesse que j'avais faite. Mais pour prendre l'exemple et pour terminer cette question, sur François Hollande avait baissé les impôts des plus pauvres, par exemple, là où Macron, je prends l'exemple des APL, mais il y en a d'autres où il les a légèrement rehaussés, c'est quelques euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros qui peuvent changer beaucoup de choses à la fin d'un mois. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une maladresse dans le calcul là-dessus qui a fait que des gens ont été mis sous pression financière comme ça n'a jamais été le cas pour eux? Alors les APL, tout le monde a reconnu que c'était une erreur. Tout le monde. Ça n'a pas été compris. En plus, c'est des petites sommes. Donc, du coup, on se demande mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça donne l'impression de prendre aux petits pour redonner aux riches. J'entends totalement. La réalité, c'est que nous avons aidé les plus modestes par l'augmentation de la prime d'activité, par la défiscalisation des heures supplémentaires, par la prime Macron, prime défiscalisée. C'est pour des millions de nos compatriotes qui sont salariés, si on est honnête là aussi. 400, 450, 500 euros par an en plus. Donc je veux bien qu'on compare aux 5 euros d'APL. Je voudrais juste qu'on ait une vision un peu plus globale. Et en tout cas, ce pourquoi nous nous sommes toujours battus, c'est pour que les plus modestes puissent avoir moins d'impôts à payer et une meilleure rémunération. Est-ce que c'est assez? Non. Est-ce qu'il faut faire plus? Certainement. Mais est-ce qu'on a fait des choses très concrètes pour que celui qui bosse ait une meilleure rémunération à la fin du mois? Je crois qu'on peut dire que oui. Quand on supprime la taxe d'habitation, oubliez, mais les gens payent plus la taxe d'habitation. Quand on supprime la redevance audiovisuelle, les gens la payent plus la redevance. Tout ça, c'est de l'argent en plus. Je dis pas que c'est suffisant. Je dis simplement que nous avons fait beaucoup dans les 7 années qui ont passé pour que ceux qui travaillent vivent mieux leur travail. Quand on met en place le bouclier sur le gaz, le bouclier sur l'électricité, on protège aussi la facture des gens. Donc on a fait beaucoup, il faut faire encore beaucoup plus pour aider ceux qui travaillent. Donc là, j'aimerais vous montrer, ce sera peut-être pas extrêmement lisible de là, mais peut-être que vous l'avez vu passer, c'est tous les messages de Marlène Schiappa qui parlait du fait que la crainte du camp majoritaire d'aller sur les thèmes du RN est ce qui a littéralement provoqué la montée du RN. Et vous reprenez certains aujourd'hui. La question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est le RN qui dicte les questions prioritaires du pays? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est l'agenda des médias? Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui dictent les questions politiques prioritaires aujourd'hui en France? Ça doit être les Français et uniquement les Français. Mais comment ça se matérialise aujourd'hui? On a l'impression que c'est les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux étant eux-mêmes un miroir très déformant de la réalité. Mais je pense qu'on a plein, et je partage totalement ce que dit Marlène Schiappa, je pense qu'elle a raison. Notre seule boussole, la seule, et ma seule boussole depuis 20 ans que je suis en politique, c'est les Français. Et les Français, vous avez plein de façons de savoir ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils ressentent les choses, quelles sont leurs inquiétudes, leurs angoisses. Vous avez des sondages, tout le monde les lit, les sondages. Ces sondages, ils disent quelque chose, parce qu'ils sont faits sérieusement, donc il n'y a pas de raison de ne pas les regarder. Il y a les reportages, la télévision, la radio, les médias qui jouent un rôle fondamental. On est une grande démocratie de liberté, il faut écouter les médias, ils vous disent des choses. Et puis le plus important de tout, c'est ce que je vous disais au début de notre entretien, c'est les discussions. La discussion avec les gens, les écouter. Quand ils vous parlent de délinquance, d'insécurité, d'immigration illégale, d'OQTF qui n'ont pas été exécutés, ça revient 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis au bout de 10 fois, 15 fois, 20 fois, 50 fois, vous dites, c'est ça le sujet. Quand vous avez des gens qui bossent et qui vous disent, moi je m'en sors pas alors même que je travaille 10 fois, 15 fois, 20 fois, partout sur le territoire, vous dites, ça c'est un vrai sujet. Et c'est à partir de la discussion avec les Français que nous pouvons poser la difficulté et apporter la réponse. Et moi je me guide absolument pas à partir de ce que peuvent dire les autres partis d'opposition. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les Français. Qu'est-ce que me disent les Français et comment est-ce qu'on répond à leurs inquiétudes? Si je vous parle d'insécurité et de délinquance, c'est tout simplement parce que depuis des mois, notamment quand je suis allé
dans beaucoup de villes après les émeutes et les saccages de commerce. Moi, j'ai encore en tête le visage de ces commerçants de 25, 30, 35 ans qui ont démarré dans la vie, ils ont investi toute leur économie, l'un dans une fromagerie, l'autre dans une boutique d'opticien, le troisième dans une pizzeria, et tout a été saccagé par des hordes de jeunes dont on se demandait vraiment ce qu'ils voulaient à part casser et détruire. Je comprends leur besoin de réponse, de justice et de sanctions. Et c'est pas le problème du RN, le problème de LFI, je m'en fous complètement. C'est juste leur visage, leur voix et leur colère que je veux entendre. On vous entend maintenant, mais là, pour le coup, je le dis à titre, là, je sors presque de mon rôle d'intervieweur, et je le dis à titre personnel, mais la jeunesse, elle a peur. Enfin, j'ai peur. Il y a le réchauffement climatique qui vient là. Il y a l'intelligence artificielle qui monte à toute vitesse. Il y a la précarité, des énormes sujets de santé mentale en France et chez les jeunes particulièrement. Les gens de plus en plus se détestent et nous on le voit au crayon tous les jours au crayon on reçoit des gens qui débattent et de plus en plus les gens ne veulent pas débattre et je vous entends aujourd'hui et j'écoute ce que vous dites mais on a l'impression que c'est maintenant que vous nous parlez, maintenant que le pays est face à un moment phénoménal imposé par le président de la République, mais on a l'impression que ça fait peut-être 7 ans que vous, évidemment, vous n'êtes pas le seul, mais vous aurez peut-être dû vous saisir de ces questions-là. Mais l'énorme avantage d'une campagne législative, c'est qu'elle vous permet de sortir votre costume, de changer de costume. Et le costume de ministre de l'économie et des finances, forcément, il est un peu contraint. Mais dans une campagne, on peut parler beaucoup plus librement de tous les sujets. Je suis ministre de l'économie et des finances, je suis aussi citoyen. Je suis aussi père de famille. J'ai 4 enfants. Donc, ce que vous dites sur l'insécurité, la délinquance, les inquiétudes, je les vois chez mes enfants, dans les discussions que j'ai avec mes enfants. Et ma responsabilité d'homme politique, c'est de leur apporter des réponses. Si cette campagne permet justement d'être beaucoup plus libre dans son expression, parce qu'on a quitté son costume de ministre de l'économie et des finances, au moins pour quelques semaines, pour endosser le costume de candidat pour tous les candidats de la majorité, tant mieux. Je vais répondre très concrètement à chacune de vos remarques. Les inquiétudes sur le pouvoir d'achat, le travail doit payer mieux. Les inquiétudes sur le climat, inquiétudes fondamentales. On doit investir dans la décarbonation de notre économie. Les inquiétudes sur l'IA, mais fierté, là aussi, de ce que la France est capable de faire. On a la meilleure boîte d'intelligence artificielle en Europe, avec Mistral. On a les meilleurs scientifiques, on a les meilleurs ingénieurs, on a investi massivement. Et pour votre génération, l'IA va être une chance incroyable. Ça va être des jobs, ça va être des emplois, ça va être des activités qui vont être plus intéressantes, ça va être des activités répétitives qui vont disparaître au profit d'activités plus créatives. Parce que l'IA va libérer votre créativité. Celui qui sera créatif, imaginatif, qui aura une intelligence originale, mais il aura une valeur demain qu'il n'avait peut-être pas hier. Vous parlez de la santé mentale, sujet majeur. Mais je pense que sur la santé mentale, on doit investir beaucoup plus, répondre aux attentes des familles, des jeunes et des enfants sur ce sujet. Et le lien social. Le lien social. Je vais venir au lien social. Même sur la santé mentale. La santé mentale, ça me tient très à cœur parce que je pense vraiment que c'est un angle mort de nos politiques publiques depuis des décennies et des décennies. Moi, je vais vous dire très sincèrement, je suis très choqué de voir qu'à la sortie des études de médecine, les spécialités qui sont choisies en priorité, c'est la chirurgie réparatrice, et les spécialités qui sont choisies en dernier, c'est précisément la santé mentale, la psychiatrie et la gériatrie. Et de quoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? De médecins qui vont s'occuper des personnes âgées en situation de dépendance et qui vont s'occuper des jeunes qui sont en souffrance psychologique et qui ont besoin d'accompagnement. Je pense qu'il faut qu'on renverse l'ordre de nos priorités et qu'on réfléchisse à une politique de formation de nos médecins qui renverse l'ordre des priorités pour que nos médecins soient formés aux besoins des patients et pas à leurs propres envies. Je pense que c'est un des grands débats politiques qu'on peut avoir. Et ce débat, pour en venir à votre dernière question, il doit se faire sereinement. Moi, j'ai pas la vérité révélée. Tout ce que je vous dis, c'est le fruit d'échanges avec des personnes qui ne pensent pas comme moi. La vie, c'est changer, c'est évoluer au contact des autres, c'est prendre conscience que oui, la souffrance mentale, ça doit être traité très sérieusement. La question climatique, vous m'auriez interrogé il y a 20 ans, pour moi, c'était pas une priorité absolue. C'est devenu, au fur et à mesure que j'ai vu les ravages financiers, sociaux, économiques, personnels du changement climatique, c'est devenu pour moi une priorité absolue. C'est une priorité absolue de notre politique économique et c'est une priorité absolue de toutes les politiques. Et on peut en débattre sereinement. Et là où je partage une inquiétude avec vous, c'est le risque que le débat soit plus possible en France, tellement les positions se polarisent. C'est que la France, à un moment donné,
devienne l'Amérique en petit. La France, c'est pas l'Amérique en petit. La France, c'est une nation de débat, de raison, de modération, dans lequel on se respecte les uns les autres. Et la première responsabilité aujourd'hui d'un homme ou d'une femme politique, c'est de donner l'exemple en matière de débat. Écouter, accepter la contradiction, défendre ses positions. Sinon, demain, effectivement, la France deviendra une Amérique en petit, avec un débat complètement polarisé, le retour des questions raciales, l'opposition systématique entre les citoyens, des clivages insurmontables entre les forces politiques, et du coup une tension permanente et épuisante. Mon engagement politique prioritaire, c'est l'unité de la nation. Et l'unité de la nation, c'est pas le totalitarisme, c'est le débat, c'est l'échange et c'est le respect. Vous êtes plus Marine ou plus Jean-Marie? Je suis Front National, madame, moi. D'accord. Et c'est pas une affaire de candidat? Tout à fait, madame. Pourquoi elle va nous sauver, Marine? À votre avis, vous voyez pas le déclin de la France? Marine, elle est là pour nous, pas pour elle. Marine n'est pas raciste. Marine n'est pas raciste. Moi, je suis absolument pas raciste. Ouais. Il y a mon meilleur ami, c'est un black. Il y a aucun problème. Vous avez, vous, des amis musulmans? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai 4 ouvriers musulmans, madame. Moi, j'ai des amis islamistes et alors? Ils sont pas islamiques, ils sont musulmans. Voilà. Qu'aujourd'hui, on donne carrément tout à un immigré, il est à peine arrivé, que ça y est, il a déjà un toit, etc. Qui c'est qui paye? C'est uniquement les Français de souche. Hein, tous les étrangers ne payent rien du tout, ils sont tous assistés. Le Rassemblement national a changé aujourd'hui. Les temps ont changé, il faut aussi en prendre acte. Les Français ont parlé. C'est les temps qui ont changé ou le RN? C'est le RN et les temps qui ont changé. En quoi il a changé, le RN? Mais parce que le RN aujourd'hui est à un score qui est historique. Les Français parlent. On peut pas ne pas écouter les Français qui disent aujourd'hui que l'opposition au macronisme, nous on est opposés au macronisme, qui disent que c'est la première force d'opposition. Donc moi je crois effectivement qu'il faut des alliances. Vous êtes plus opposé au macronisme qu'au Rassemblement national? Bien sûr, ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah oui, Emmanuel Macron est à la tête du pays depuis 7 ans maintenant. Record de violence, record d'insécurité, record d'immigration, pouvoir d'achat des Français est en berne. Il faut un sursaut national. Moi je crois. C'est la fin de LR là. Non, moi je crois que c'est le retour de LR. Les LR, anciennement UMP, étaient votre famille politique. Guilhem était le porte-parole des jeunes LR, et d'ailleurs toujours le porte-parole des jeunes LR et vice-président des LR. Éric Ciotti a annoncé faire un accord avec le RN pour militer à plusieurs. Vous êtes vous aujourd'hui de votre côté dans le camp de la majorité. Est-ce que les électeurs du RN ont changé? Est-ce que le RN a changé? Que va devenir LR? Dans les affiliations partisanes, a-t-on vraiment totalement changé de politique par rapport à il y a 10 ans? D'abord, le jeune porte-parole qui s'exprime comme Éric Ciotti sont deux voix totalement isolées chez les LR. Et je veux d'abord rendre hommage à toutes les figures des Républicains qui, elles, maintiennent cette séparation politique et je dirais ontologique entre les Républicains, la droite républicaine à laquelle j'ai appartenu pendant longtemps, et j'en suis fier d'ailleurs, et le Rassemblement national. Le RN, c'est pas le RPR des années 90. Mais ils vont à la soupe, c'est tout. Il y a eu un bon score électoral, donc ils se disent ça peut nous garantir des postes, des places, une circonscription un peu plus sûre, et peut-être rêvons un poste de ministre. Voilà, c'est tout. Enfin, ça s'explique, chacun a parfaitement compris ce qui se tramait derrière. C'est uniquement aller à la soupe avec la serviette autour du cou, rien d'autre. Ensuite, il y a l'identité politique des uns et des autres. Pourquoi est-ce que la droite républicaine et le RN sont totalement irréconciliables, ontologiquement? C'est parce qu'ils ont des racines. La racine des Républicains, et qui reste ma racine, c'est une figure, c'est le général de Gaulle. Une personnalité qui croit à l'unité de la nation, qui croit à la grandeur de la nation française, qui croit au redressement, au sursaut. C'est tout ce pourquoi je me suis toujours engagé et battu avant et maintenant comme ministre de l'économie et des finances. Et puis de l'autre côté, vous avez le Rassemblement national qui descend du Front national, qui descend lui-même d'organisations d'opposition au général de Gaulle comme l'OAS. Je rappelle que cette organisation, à la base, a voulu assassiner au petit Clamart, au début des années 60, le général de Gaulle. Mais on peut pas être du côté des assassins et du côté de la victime. On peut pas être du côté de l'OAS, de l'extrême droite, et du côté du général de Gaulle. C'est pas possible. Le général de Gaulle a toujours défendu la place de chaque citoyen français, de toute confession, sur le territoire national. Les enregistrements ignobles que vous venez de diffuser montrent bien qu'il reste dans le Rassemblement national quelques stigmates du passé. Quand Jean-Marie Le Pen disait « Les chambres à gaz sont un détail ». Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé.
Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Non, c'est pas un détail, les chambres à glace. C'est pas un détail. C'est une des exactions, un des crimes humains les plus révoltants, les plus organisés, les plus inconcevables que l'humanité n'ait jamais conçus à l'égard d'un peuple, le peuple de confession juive. Donc quand on voit l'un des personnes interviewées dire bah, les juifs ils se lamentent tout le temps, ça vous soulève le cœur. Et c'est un héritage, pardon. Et le Rassemblement national, qui se dit soi-disant attaché à l'histoire de France, peut pas être attaché à l'histoire de France et nier sa propre histoire. Et je le dis pour les millions d'électeurs qui ont mis leur bulletin de vote pour Bardella et qui partagent pas du tout ses positions. Pas du tout. Parce que quand vous faites des scores aussi importants, pardon, mais il n'y a pas des millions de nos compatriotes qui sont racistes, antisémites, violents. C'est pas vrai. Donc j'ai envie de dire à ces compatriotes qui ont voté pour le Rassemblement national, Dieu sait que je les croise, ne serait-ce que dans ma circonscription qui a basculé au Rassemblement national. J'ai envie de leur dire, mais réveillez-vous. D'abord, vous pouvez pas être caution de ces propos-là. Vous pouvez pas être caution de cet antagonisme de la société française. C'est la première chose. Puis la deuxième, c'est que si vous vous dites que le Rassemblement national va améliorer votre situation économique personnelle, alors là, vous vous plantez. Et vous vous plantez royalement. Et vous allez être aussi cocu du Rassemblement national que la gauche social-démocrate a été cocu de la France insoumise au lendemain des élections européennes. Qu'est-ce qui va se passer? Ils disent, je vais améliorer votre pouvoir d'achat, je vais baisser la TVA, je vais renoncer à la réforme des retraites et je vais la supprimer. Ils feront rien. Ils feront rien. D'ailleurs, M. Bardella est déjà en train de revenir sur l'idée de supprimer la réforme des retraites. Donc les petits retraités ou ceux qui vont partir à la retraite qui se disent super, je partirai pas à 64 ans, je partirai peut-être à 62 et peut-être à 60 ans parce que c'est ce qu'a promis Marine. Donc ça va être super. Mais foutage de gueule, ils vont se faire tromper, abuser, il se passera rien. Ils ont proposé des baisses de TVA sur l'alimentation, le gaz, l'électricité. Il y en a pour 24 milliards d'euros au total. Et je vous mets mon billet. Ils vont arriver au pouvoir. Ils vont dire, ah, on a découvert les comptes publics. Ils sont transparents, hein, les comptes publics. Tout le monde les connaît. Donc, cet argument ne tient pas la route 3 secondes. Et ils vont vous dire, bah, finalement, on le fait pas. On vous avait promis des baisses de TVA, la baisse de votre prix de paquet de pâtes et de votre litre d'essence. Désolé, mais en fait, il n'y a pas les moyens. On ne le fera pas. Vous avez moins de 30 ans. Vous avez de la chance. Le Rassemblement national a promis qu'il supprimerait l'impôt sur le revenu sur les moins de 30 ans. Ça coûte 4 milliards d'euros. Ils le feront pas. Pourquoi? D'abord, ce qu'ils diront, ça coûte trop cher. Ensuite, ils s'apercevront d'un truc, c'est que c'est quand même profondément injuste. Vous avez 50 ans, vous êtes ouvrier, vous êtes technicien de maintenance, vous gagnez 2500 euros, vous payez l'impôt sur le revenu. Vous avez 26 ans, vous avez créé votre boîte, vous gagnez 10 000 balles par mois, vous payez pas d'impôt sur le revenu. Elle est où la justice de Madame Le Pen? Ils sont injustes et en plus, ils vous mentent. Donc, je m'adresse vraiment à ces millions d'électeurs, dont je sais qu'ils sont ni racistes, ni antisémites, qui veulent juste de la sécurité, de l'ordre et du travail qui paye davantage. On a entendu votre message. Et les promesses de Marine Le Pen, elles ne seront pas tenues. Juste avant de passer à la vidéo, vous pensez que le président Macron, en bon gaulliste, démissionnera si jamais il perd les législatives? Je pense qu'il faut qu'on gagne ces législatives. Et que c'est vraiment important que chacun se mobilise, chacun se rassemble, qu'il y ait une prise de conscience dans les 3 semaines qui viennent, que nous allons tout droit vers un affrontement bloc contre bloc, une polarisation de la vie politique française dont il ne sortira que du malheur pour les Français. Parce que la polarisation, c'est le malheur. La radicalisation, c'est le malheur. On a besoin d'une force centrale qui fasse son mea culpa sur un certain nombre de choses que nous n'avons pas bien faites, nous n'avons pas faites suffisamment, mais qui remonte sur son cheval et qui soit encore plus radical dans ses décisions et dans ses résultats. Bonjour Monsieur le maire, vous appartenez aujourd'hui à une majorité qui prétend faire barrage à l'antisémitisme et à l'extrême droite. Pourtant, depuis 4 ans, vous êtes dans le même gouvernement que Gérald Darmanin, qui a été un proche du groupuscule d'extrême droite antisémite, l'Action française. On a notamment appris par Politis qu'il aurait publié au moins 5 articles dans l'un de leurs journaux, et l'Action française revendique même qu'il aurait participé à leur université d'été en 2013, aux côtés par exemple du négationniste Alain Soral. Ce qui amène ma question. Monsieur le maire, est-ce qu'avant de combattre l'antisémitisme et l'extrême droite, il ne faudrait pas d'abord vous occuper du renflement brun du fascisme déjà à l'œuvre dans votre propre parti? Est-ce que il n'y a pas toujours cette logique de il y a des
problèmes ou des cibles dans chaque camp. Comment vous faites sur un cas comme celui-là, par exemple? Je trouve ça ignoble, les accusations contre Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, c'est un type très bien. Je le connais pas. Non, mais je peux en témoigner. Ça fait des années que je le connais. Vous savez, quand vous fréquentez beaucoup les gens, je fréquente pas qu'au Conseil des ministres, Gérald. Je l'ai vu chez lui, je l'ai vu à Tourcoing, je l'ai vu à des dîners, à des déjeuners, dans des bars. On a discuté. Ça se sent, vous savez, quand quelqu'un a des propos antisémites dans la bouche ou des idées antisémites dans la tête. Et croyez-moi, j'en fréquente pas, ou je les combats. Parce que l'antisémitisme est une gangrène absolue et une contradiction totale avec l'esprit français. Gérald Darmanin n'a jamais tenu de propos antisémites, jamais eu d'idées antisémites, et je trouve ça vraiment profondément ignoble de lui faire ce reproche. C'est au contraire quelqu'un, je le rappelle, qui, comme ministre de l'Intérieur, a pris des positions très courageuses contre l'antisémitisme, qui a toujours dénoncé la multiplication des actes antisémites en France. Il a été à la pointe du combat contre l'antisémitisme, Gérald Darmanin. Donc qu'on lui fasse ce procès, soit plus qu'injuste. Je trouve ça vraiment ignoble. Et ça montre aussi cette dérive de la politique française. On revient à ce qu'on se disait au début, la caricature, la dérision, l'abaissement et l'avilissement de tout. L'esprit français, c'est autre chose. C'est un esprit qui a de la hauteur, qui a de la sérénité, qui est capable de distinguer entre le bien et le mal. Je vais vous dire une des choses qui m'inquiète le plus dans le débat politique français. C'est, comme aux États-Unis d'ailleurs, la disparition de la frontière entre le vrai et le faux. Et par conséquent, la disparition de la frontière entre le bien et le mal. Tout se vaut. Moi, j'ai toujours considéré que tout ne se valait pas, qu'il y a des choses bien, des choses mal, des choses vraies, des choses fausses. Mais est-ce que en même temps, très macroniste n'a pas complètement encouragé justement cette mise en équivalence de beaucoup de sujets? Et en même temps, ça doit pas être l'eau tiède partout. C'est l'impression que ça a pu Non, donner. mais peut-être, mais dans ce cas-là, il faut corriger le tir rapidement. En même temps, c'est se dire qu'on peut à la fois avoir une conscience écologique, défendre la transition écologique, accélérer la décarbonation de l'économie, c'est tout l'engagement que j'ai porté dans l'économie française avec l'industrie verte, les crédits d'impôt pour investir dans les pompes à chaleur, les batteries électriques, les véhicules électriques, et être favorable à une grande puissance économique de production. C'est ça le en même temps. Mais le en même temps, ça ne peut pas être, ça ne doit jamais être. Je suis pour la sécurité, mais je veux quand même excuser les délinquants. Ça, c'est pas possible. Parce que là, effectivement, plus personne ne s'y retrouve. Et s'il y a peut-être une leçon à tirer de ces résultats électoraux, c'est qu'on doit faire preuve d'une grande clarté et d'une grande fermeté dans nos positions. On peut être d'accord, pas d'accord, c'est le débat politique. Mais nos positions politiques doivent gagner en clarté et en fermeté. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous.